Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'émission CEP, les chercheurs vous répondent. L'objectif, c'est de mettre en lumière le travail des chercheurs qui sont soutenus par la Fondation ARCEP en ouvrant des laboratoires de recherche, car tous les jours, la recherche avance sur la sclérose en plaques. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un laboratoire à Marseille, le CMRM. C'est un laboratoire qui est attenant à l'hôpital de la Timone à Marseille, dans lequel les chercheurs travaillent main dans la main avec les médecins. L'un des enjeux de la recherche, c'est de mieux connaître la sclérose en plaques, son mécanisme, et pour cela, vous allez le voir, vous le savez déjà, même l'imagerie, elle est essentielle. Et c'est l'objet principal de recherche du laboratoire CMRM à Marseille. Et on va donner un coup de projecteur sur deux recherches essentielles en ce moment dans ce laboratoire et qui sont porteuses d'espoir. Et on va vous expliquer tout ça avec des médecins, des chercheurs. Pour m'accompagner donc en plateau, Laurent Vachet, bonjour, vous êtes trésorier de la Fondation ARCEP. Dans quelques instants, Pierre Labauge, neurologue au CHU de Montpellier, va nous rejoindre. Et également depuis Marseille, l'équipe du CMRM est quasiment au complet, avec le professeur Jean Pelletier. Bonjour, vous êtes neurologue, chef du service des maladies inflammatoires du cerveau et de la moelle épinière à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et les patients vous connaissent bien, les adhérents de la Fondation ARCEP vous connaissent bien parce que vous êtes président du conseil médico-scientifique de la Fondation ARCEP. Bonjour. Docteur Adil Marouf aussi, vous êtes neurologue dans le même service que le professeur Jean Pelletier à la Timone à Marseille. Jean-Philippe Rangeva, bonjour. Vous êtes, le directeur du laboratoire qui nous ouvre les portes aujourd'hui, le CMRM. Et vous êtes professeur en neurosciences à l'université d'Aix-Marseille. Et puis Wafa Zahraoui. Bonjour également. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, physicienne biologie en IRM, spécialiste de l'imagerie médicale. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pu vous libérer dans vos plannings très chargés de recherche. Et d'abord, je voudrais commencer par une question à vous, Laurent Vachet. On met en lumière aujourd'hui des recherches qui sont toutes financées par la Fondation ARCEP. D'abord, c'est vraiment le rôle essentiel de la Fondation, le financement de la recherche. Oui, tout à fait. Fondation ARCEP, ça veut dire Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Donc c'est vraiment le principal objet de l'ARCEP, avec également l'information des patients et de leur entourage sur la maladie. D'accord. Donc tous les ans, vous financez de multiples de recherches. Comment vous choisissez les projets que vous financez ? Alors, nous avons un processus très rigoureux pour la sélection des projets, grâce à notre conseil médical et scientifique que préside donc le professeur Jean Pelletier. Tous les ans, nous lançons un appel à projets auprès de la communauté de recherche, des différents laboratoires français, mais qui peuvent s'associer d'ailleurs aussi à des laboratoires européens. Ces projets qui nous sont soumis sont ensuite sélectionnés par des comités de revue. Donc à chaque fois, il y a 2 chercheurs étrangers à notre propre conseil médical et scientifique et un membre du conseil médical et scientifique qui examine les projets. Et ensuite, ils sont soumis à l'ensemble du CMS pour savoir lesquels paraissent suffisamment pertinents pour que nous puissions les financer. Voilà. Et après cette sélection qui est faite par le conseil médical et scientifique, c'est notre conseil d'administration qui, in fine, approuve les projets que nous allons financer. D'accord. Professeur Pelletier, vous faites partie de ces comités qui choisissent les recherches. Quand vous choisissez les recherches à financer, c'est des recherches qui vont aider directement le patient. C'est quoi, vous, votre état d'esprit quand vous sélectionnez ces recherches ? C'est d'être au plus près de la réalité du terrain. Et donc, le terrain, ce sont les patients. C'est-à-dire, ça peut être des projets de recherche très en amont, si on peut dire, du patient, mais dont on souhaite qu'il puisse avoir un impact à moyen, long terme sur la compréhension de la maladie et donc sur la prise en charge du patient. Alors, ces dossiers ne sont pas choisis, ils sont évalués, analysés, classés et retenus en fonction des fonds qui sont dévolus chaque année à cette recherche. Qui sont mises en lumière au laboratoire CMRM de Marseille. Donc, c'est des recherches qui portent sur l'imagerie médicale. Ça veut dire que l'imagerie, c'est vraiment fondamental dans la recherche médicale sur la sclérose en plaques, professeur Pelletier ? Fondamental à plus d'un titre. D'abord, c'est sur l'imagerie que repose le diagnostic.
Ensuite, c'est sur l'imagerie que va reposer la prise en charge thérapeutique des patients, l'adaptation de cette prise en charge thérapeutique. Donc en fait, cette imagerie, on la partage tous les jours et on y a recours tous les jours. Donc ça, c'est sur le plan du soin. Dans la recherche, c'est très important parce que l'imagerie nous permet d'accéder à des données. On dit souvent in vivo, ça veut dire du vivant du patient, sans être obligé d'avoir recours à des techniques plus sophistiquées. Et l'imagerie nous permet de voir les lésions, nous permet de voir l'évolution de ces lésions. Et avec les techniques d'imagerie qu'on qualifie de non conventionnelles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas utilisées dans la vie de tous les jours, dans la pratique du soin, eh bien, on peut essayer de décrypter aussi les mécanismes qui rentrent en jeu dans l'apparition de la maladie, dans l'évolution de la maladie, et aussi d'ailleurs à la réponse au traitement. Eva, donc c'est vous qui êtes à la tête du laboratoire CMRM de Marseille. On va le découvrir tout de suite dans un sujet, mais le laboratoire, il est vraiment juste à côté de l'hôpital de la Timone. Ça veut dire que chercheurs et médecins, vous travaillez vraiment ensemble. C'est très important, cette collaboration qui est quotidienne, en fait. Alors oui, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ce laboratoire qui a été fondé il y a plus de 25 ans, qui est un laboratoire ex-Marseille University SMRS, et qui est directement implanté dans l'hôpital. Et ça nous permet donc depuis de multiples années de travailler directement avec les médecins, les chercheurs, les ingénieurs arrivent à développer de nouvelles méthodes par rapport aux questions cliniques et aux questions de recherche clinique posées par les médecins qui travaillent directement dans le groupe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour arriver à suivre aussi toutes les avancées thérapeutiques et toutes les nouvelles prises en charge des patients et adapter nos techniques pour arriver à faire avancer les connaissances. Très bien, on n'attend pas plus longtemps pour justement découvrir ce laboratoire. Donc, on va vous faire découvrir 2 recherches aujourd'hui qui sont réalisées au CMRM de Marseille. 2 recherches, une qui porte sur les lésions de la moelle épinière et l'autre, une recherche qui cherche à mieux visualiser les lésions dans la substance blanche dans le cerveau. Et en fait, ces recherches, on arrive à voir de plus en plus près grâce à l'imagerie médicale, comme on l'a dit. Et en fait, l'imagerie médicale est de plus en plus précise et ces recherches reposent sur l'IRM 7 Tesla. Vous allez voir qu'à Marseille, donc au CMRM, il y a un IRM 7 Tesla. C'est un des seuls endroits en France où il y en a un. On découvre tout de suite ce reportage d'Adèle Lecanu. Je m'appelle Jean-Philippe Rangeva, je suis professeur de neurosciences à la faculté de médecine de Marseille et je dirige l'équipe système nerveux central du centre de résonance magnétique biologique et médicale qui est situé au CMRM, au CHU Timone. L'équipe multidisciplinaire est composée à la fois de médecins, de physiciens, d'informaticiens, de manip radio, d'assistants de recherche clinique. Nous développons de nouvelles méthodes d'imagerie par résonance magnétique pour caractériser les pathologies neurologiques et neuropsychiatriques, telles que la sclérose en plaques, l'épilepsie, la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Parkinson. Le site est équipé de 3 IRM, donc 2 principales, une à 3 Tesla, qui représente un petit peu 19% du parc d'IRM mondial, et une machine à 7 Tesla, donc il y en a 3 en France, et à peu près 100 dans le monde. Donc vous voyez ici l'IRM à 7 Tesla, et cette IRM, elle est constituée d'un aimant. Et cet aimant, pour arriver à obtenir cette force, on va utiliser un électroaimant, c'est-à-dire qu'on va faire passer un courant électrique dans une bobine. Et la bobine que l'on utilise a une propriété qu'on appelle supraconductrice, qui nous permet d'arriver à faire passer un courant très fort sans que ça chauffe. Et pour cela, pour que ce matériau soit supraconducteur, il faut le baigner dans un bain d'hélium liquide. Alors, cette Tesla, à quoi ça correspond? Ben, ça correspond à peu près à 140 000 fois le champ magnétique terrestre.
Donc le signal de l'IRM, c'est-à-dire la précision de l'image que l'on peut obtenir, est proportionnelle à la puissance de l'aimant qu'on utilise. Et l'augmentation de ce champ magnétique va nous permettre d'arriver à être capable de détecter des lésions plus fines et mieux les caractériser. Sur cette partie-là. Ce sont les racines qui émergent de la molécule. Aujourd'hui, l'arsenal de paramètres que nous obtenons à 3 Tesla et à 7 Tesla permettent de mieux comprendre l'impact à la fois de la thérapeutique et de l'évolution de la maladie au cours du temps. Et ainsi, pour de nouveaux patients, arriver à prédire leur pronostic sur l'évolution de la maladie. Alors, Jean-Philippe Rangeva, on l'a découvert dans ce reportage, l'IRM 7 Tesla, c'est avec ça que les recherches sont menées. Il en existe seulement 3 en France. Pourquoi, en fait, la France est si peu équipée d'IRM 7 Tesla? Donc, c'est des machines assez chères, mais c'est surtout aussi des machines qui sont dédiées à la recherche. Il a fallu beaucoup de développement méthodologique pour arriver à réaliser des images classiques. On voit maintenant aujourd'hui que ces machines sont approuvées par la communauté européenne pour le passage à la clinique, mais on n'est pas encore capable de faire tous les types d'examens que l'on peut réaliser à 3T. Par contre, les examens qui marchent très bien à 7T vont être bien meilleurs qu'à 3T, notamment pour l'imagerie cérébrale. Pour la moelle épinière, vous allez voir tout à l'heure un exemple, on a des résultats assez exceptionnels, mais qui ne couvrent qu'une partie pour l'instant de la moelle épinière, la moelle cervicale. Mais ces machines ont nécessité aussi le développement de méthodes avec des ingénieurs qui doivent être présents pour arriver à prendre en compte toutes les difficultés approchées par ces machines. Donc aujourd'hui, il y a 3 machines en France, une dans un laboratoire de physique et neurospin à Saclay, un autre dans un milieu hospitalier qui est à Poitiers et qui arrive en sélectionnant les indications à faire des acquisitions cliniques, et la nôtre qui est à l'interface entre la recherche et l'hôpital, sur laquelle donc, nous développons de nouvelles méthodes. Donc on l'a vu dans le reportage, effectivement, pour traiter les images, et on va le voir aussi plus tard, il faut mettre en place des techniques pour pouvoir bien lire ces imageries. Pierre Labauge, on vous accueille, merci beaucoup. Donc je rappelle, vous êtes neurologue au CHU de Montpellier, vous participez aux recherches, c'est-à-dire que beaucoup de vos patients participent aux recherches que l'on va présenter. Donc effectivement, pour lire les IRM, vous devez demander aux techniciens des laboratoires de pouvoir les traiter, aux ingénieurs de pouvoir mieux les lire. Comment ça se passe, la collaboration avec eux? Spécifique pour la scléropathie, parce que chaque IRM a une séquence dédiée suivant la maladie. Pour la scléropathie, c'est une séquence nationale. À la fois pour l'IRM cérébral et sur l'IRM médulaire. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails pratique des séquences. En gros, ça dure une IRM cérébrale et médulaire 40 minutes avec une injection de gadolinium au moment du diagnostic. Ensuite, il va y avoir donc l'interprétation des lésions qu'on va observer, puisque le diagnostic repose sur des symptômes, mais également sur des hypersignaux en IRM. Mais il faut savoir que les hypersignaux ne sont pas spécifiques de la sclérose en plaques. Et donc, ce qu'on appelle l'analyse du signal, alors ça, c'est plutôt notre domaine de diagnostic. C'est extrêmement important puisque, suivant le type de lésion, leur forme, leur taille, on peut fluctuer d'une sclérose en plaques à une autre maladie inflammatoire ou une autre maladie non inflammatoire neurologique. Et ce temps de diagnostic est très important, donc il est fait par des neuroradiologues. Il est confirmé, je dirais, par des neurologues experts dans la sclérose en plaques. C'est un temps de diagnostic, mais également un temps pronostic. Et on va sûrement en parler après sur l'apport d'IRM Tesla dans les lésions médulaires, des lésions médulaires en elles-mêmes. Et donc ce temps d'analyse est extrêmement important. Et je dis toujours aux plus jeunes qu'on ne lit jamais assez bien les IRM. Il ne faut pas hésiter à les revoir. Il y a toujours des lésions qui n'ont pas été retenues ou qu'on revoit. Et surtout ensuite, il va pouvoir préparer le pronostic, l'expressivité, les décisions thérapeutiques
et également préparer pour les comparer. Puisque ce qui va être important, ça va être non pas simplement une observation transversale, mais également une étude longitudinale de la maladie, soit en termes de poussée ou de progression de la maladie, mais également en termes d'évolution des lésions sur l'IRM de suivi. C'est tout ce volet-là. Très bien. Professeur Pelletier, là on voit dans ces recherches, il s'agit de voir toujours plus petit. Là on parle du 7 Tesla, mais on sait qu'il existe déjà aussi des IRM 11,7 Tesla. L'objectif donc c'est de pouvoir beaucoup plus petit. Il y a encore des zones du cerveau qui sont très méconnues pour vous, médecins? Alors, très méconnues, non, mais on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Comme ça a été dit tout à l'heure, en augmentant la puissance du champ magnétique, 3 Tesla, 7 Tesla, plus de 11 Tesla, on va gagner comment dire, en récupération du signal qui va nous permettre de voir des choses beaucoup plus petites que ce qu'on voit sur des IRM de champ conventionnels, par exemple à 1,5 Tesla, c'est-à-dire les appareils qui sont largement utilisés dans tous les pays. Alors, c'est pas tant qu'on ne connaît pas le cerveau, mais dans certaines maladies, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe et on a surtout du mal à le visualiser. Et dans la sclérose en plaques, on le reverra en fin de reportage. Il y a notamment une zone qui nous échappe beaucoup, qu'on appelle la substance grise, le cortex, dont on sait qu'il y a des lésions, mais dont on sait aussi malheureusement qu'avec les IRM classiques, on n'est pas capable de les voir. Et on pense malheureusement qu'elles ont beaucoup d'importance dans le pronostic ou dans l'évolution de la maladie. Donc, se donner les moyens de voir des choses supplémentaires, c'est améliorer la compréhension des différents mécanismes qui rentrent en jeu dans la maladie. Oui. Wafa Zahraoui, je vous représente, vous êtes donc chargée de recherche au CNRS et physicienne biologiste en IRM. Donc on le voit, ces machines, elles ont vraiment la capacité d'explorer de plus en plus petit les lésions et dans la sclérose en plaques, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Oui, absolument, comme l'expliquaient le professeur Laboge et le professeur Pelletier. Les IRM ont déjà cet avantage classiquement de pouvoir bien visualiser les lésions. Et nous, avec les outils méthodologiques qu'on développe, en particulier sur l'IRM à 7 Tesla, on arrive à aller beaucoup plus loin et à faire quasiment l'équivalent de la microscopie in vivo grâce à cette imagerie, à cette IRM. Donc on va aller beaucoup plus en finesse avec de belles résolutions pour essayer de mieux comprendre. Docteur Adil Marouf, vous êtes neurologue dans le même service que le professeur Jean Pelletier. Est-ce que ça peut faire peur, ces IRM qui sont toujours plus puissantes? Est-ce qu'il y a un risque pour les patients à passer de tels examens? Oui. Donc bonjour. Donc non, il n'y a pas alors il y a des précautions, on comprend, mais il n'y a pas d'inquiétude particulière. L'IRM n'est pas un examen irradiant, hein. C'est pas comme le scanner ou l'imagerie nucléaire où vous avez quelque chose d'irradiant. Donc le fait de passer une IRM n'induit pas de risque pour le patient et si on n'injecte pas l'IRM, comme le professeur Labos l'a dit, ce qui se fait au début au diagnostic, etc., mais on a de moins en moins besoin d'injecter les IRM, il n'y a pas de risque particulier. On reste quand même prudent parce que, comme on vous l'a dit, les 7 Tesla, ça reste quand même quelque chose d'assez rare avec une centaine d'appareils à travers le monde. Et des appareils qui sont surtout utilisés à un but exploratoire, de recherche. Et donc, du coup, aujourd'hui, on limite un petit peu l'accès pour qu'il y ait zéro risque. Et donc, des patients qui auraient des IRM de manière tout à fait classique en ville pour suivre leur maladie pourraient ne pas rentrer dans le 7 Tesla pour des choses aussi anodines qu'un petit appareil métallique dans le corps, qu'un petit implant, qu'un stérilet au cuivre chez les jeunes femmes, etc. Et donc, du coup, on est prudent, mais c'est du principe de précaution, justement, parce qu'on veut prendre aucun risque pour les patients. Mais il n'y a pas de risque à multiplier les IRM, aussi bien pour le soin que pour la recherche, et l'augmentation du champ n'entraîne pas de risque non plus pour les patients.
Merci. Donc on va vraiment maintenant rentrer au cœur du sujet et présenter les 2 recherches qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc on a parlé d'aller voir toujours plus petit des lésions méconnues, enfin dans des zones méconnues. Et il y a notamment les lésions de la moelle épinière qui sont à l'origine de nombreux handicaps très invalidants. Celles-ci sont très difficiles à observer. Tant cette zone, elle est difficile d'accès et elle est petite. Et c'est tout l'enjeu des recherches de Virginie Callot au CMRM de Marseille. On regarde tout de suite un reportage d'Adèle Lecanu et on en reparle après. Au CMRM, une équipe menée par le professeur Virginie Callot s'intéresse à un organe jusqu'ici mal connu des chercheurs, la moelle épinière. L'imagerie de la moelle épinière est globalement difficile à réaliser. Il faut voir que le cerveau est comme une boule, on va dire, assez homogène. La moelle épinière n'est pas plus grosse que mon petit doigt. Donc il y a vraiment un enjeu pour l'imagerie de cet organe à cause de sa taille et puis aussi par rapport à son environnement. On peut avoir des mouvements respiratoires, la pulsatilité du liquide cérébrospinal, la présence des os qui vont venir possiblement créer des artefacts. Donc il y a pendant longtemps eu un manque en termes de technique d'imagerie. Dans le cadre de la sclérose en plaques, c'est intéressant de s'intéresser à la moelle épinière, puisque la moelle épinière joue un rôle prépondérant dans la transmission des signaux. Donc si on a des lésions qui touchent certaines fibres de la moelle épinière, on va avoir un handicap, que ce soit sensitif ou moteur. Le professeur Virginie Callot et son équipe mettent au point des techniques d'imagerie afin d'améliorer la détection de lésions de la moelle épinière. Le docteur Sarah Desmortières, neurologue, compare ce qu'on appelle des séquences. Donc là, on est devant des acquisitions IRM selon certaines modalités qui s'appellent des séquences. Donc avec différentes séquences, on peut regarder différemment une même image. Donc là, pour l'exemple, vous avez sur la ligne du dessus des images dites en 3 Tesla. Donc ce sont les séquences utilisées en routine clinique pour suivre un patient atteint de sclérose en plaques. Sur la première séquence, on se rend compte que c'est même très difficile de localiser une lésion et spontanément, je n'en aurais pas retenu. Sur une séquence déjà optimisée, on peut constater ces petites anomalies blanchâtres, mais qui sont quand même discutables. Pour améliorer la détection, l'équipe a développé une nouvelle séquence pour les images issues d'une IRM 3 Tesla, un équipement aujourd'hui accessible dans la plupart des hôpitaux. Sur ces 2 images-ci, que vous aviez vues auparavant, sauf que là, on verra beaucoup plus facilement les lésions. Et là, on peut voir une anomalie blanche ici, ici et ici, qui sont des séquelles d'inflammation, donc de plaques de sclérose en plaques. Et ce sont les mêmes plaques que nous voyons ici sur une autre modalité, un autre contraste, mais c'est la même chose. Donc ici, ici et ici. Ce n'est qu'un début, car l'IRM 7 Tesla, bien plus puissante, ouvre de nouvelles possibilités. En haut, vous avez une imagerie à 3 Tesla et donc en bas, une imagerie à 7 Tesla. Et ce que l'on voit, entre autres, c'est que la 7 Tesla nous apporte une plus-value en termes de résolution spatiale, c'est-à-dire que l'image est moins pixelisée à 7 Tesla. Vous voyez les mêmes taches blanches qui sont également des cicatrices d'inflammation. Et vous avez en 7 Tesla une imagerie dite axiale, c'est-à-dire qu'on la regarde par au-dessus ou par en dessous. On peut voir cette tache blanche qui est une lésion de sclérose en plaques, mais également celle-ci et celle-ci, qui sont des petites lésions, particulièrement pour celle-ci. Bien, cette petite lésion est passée inaperçue en IRM 3 Tesla. Et ça peut avoir un impact tant pour le diagnostic, mais surtout pour le pronostic des patients, puisque l'apparition de nouvelles lésions, même petites au niveau de la moelle, induirait soit l'introduction d'un traitement de fond si cela n'avait pas été mis en place, soit une modification de ce traitement par manque d'efficacité. L'équipe de Virginie Callot cherche donc à améliorer la détection des lésions de la moelle épinière, mais pas seulement. Elle veut aussi en savoir plus sur les tissus atteints de neurodégénérescence. Les chercheurs appliquent pour cela une approche dite quantitative. C'est-à-dire on cherche à proposer des méthodes qui vont au-delà de ce qui existe en routine clinique, où on va avoir une imagerie qualitative. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une information avec des paramètres que l'on puisse suivre dans le temps. On ne va pas être simplement sur j'ai une présence de lésion ou je n'ai pas de lésion. On va chercher vraiment à caractériser l'atteinte tissulaire le long de la moelle épinière et au cours du temps, avec des paramètres qui soient donc des métriques quantitatives que l'on puisse suivre de manière objective au cours du temps. La chercheure Samira Makinda est chargée de collecter ces données et de développer des outils automatisés adaptés aux nouvelles IRM à haut champ magnétique, comme l'IRM 7 Tesla. Ici, vous avez une IRM obtenue à 3 Tesla.
Et ici, vous voyez, pour le même patient, une IRM obtenue à cette test-là. On voit qu'on a nettement amélioré la résolution. On arrive même à voir ici les racines nerveuses. Ici, on voit une bonne discrimination de la substance grise, de la substance blanche autour, et ici, une lésion. Du fait du passage à cette T, maintenant, plutôt que de regarder que la moelle en termes de substance blanche ou de substance grise, maintenant, avec des images hautement résolues, on arrive à partager la moelle en sous-régions. Et de ce fait, on arrive à mesurer plus finement ce qui se passe dans la moelle. Grâce au financement de l'ARCEP, ces données précises seront collectées sur 20 patients, suivis pendant 5 ans. Cette recherche permettra de mieux comprendre la dégénérescence des tissus dans la moelle épinière. Sur la recherche de Virginie Callot, pour voir un peu, pour le moment, expliquer comment les patients ont été recrutés. Donc il y a pour le moment 20 patients recrutés. Comment ils ont été choisis et dans quel endroit, dans quels hôpitaux ils ont été choisis? Les patients recrutés étaient suivis dans notre centre, hein, et donc suivis à l'hôpital de la Timone dans le service des maladies inflammatoires. Et donc, globalement, les patients sont recrutés comme dans toute étude. Il y a des critères d'inclusion, ce qu'on appelle des critères d'inclusion, c'est-à-dire des variables, âge, sexe, etc., sur lesquels on définit que cette recherche va avoir lieu. Et ensuite, en consultation, de manière tout à fait naturelle, en discutant avec les patients, s'ils rentrent dans les critères, on leur propose de participer, ce qui leur prend du temps, hein, ça leur prend une journée de leur temps, hein, donc c'est une journée bénévole, hein, où ils n'ont pas d'intérêt particulier, parce que tout ce qu'on va analyser, tous les résultats qu'on va avoir pour l'instant, c'est des résultats de groupe, hein, qui ne vont pas servir à leurs soins, et donc ils n'ont pas de bénéfice direct à participer. Et donc, quand les patients acceptent, ils sont inclus et ils viennent passer la journée au laboratoire pour faire cette IRM. Sur combien d'années ils vont être suivis? Ah, pardon. Alors, on ne vous entend pas très bien. Là, on ne vous entend plus. Vous nous entendez maintenant, oui, ou pas? Alors, c'est dans l'autre sens, on ne vous entend plus, vous. Alors, vous, le professeur Labauge, vos patients peuvent participer à ces recherches, ces essais cliniques qui sont lancés? Il y a eu un financement mixte, on va dire institutionnel et associatif, mais je pense que vous allez en parler un petit peu après. Et donc, il y a ce qu'on appelle en France des PHRC, c'est des programmes de recherche clinique, c'est institutionnel, c'est les hôpitaux. Et donc, en gros, pour les PHRC dits interrégionaux, donc c'est plusieurs CHU qui sont collaboratifs. Et donc, en gros, c'était de Nice à Montpellier. Et donc, tout le ruban sud, on va dire, les malades, quand ils l'acceptaient et qu'ils avaient aussi les critères, en gros, c'est une première poussée avec une ponction lombaire, ce qu'on appelle inflammatoire, une IRM cérébrale avec une lésion unique qui expliquait les symptômes initiaux, et avec une IRM conventionnelle normale. Ben là, on les proposait d'en rentrer dans cette étude. Effectivement, il y a eu 20 malades suivis. C'est des malades précieux, hein, puisque là, les IRM sont très protocolisés, avec une comparatif entre des IRM 3 Tesla et des IRM 7 Tesla, à la fois transversale et, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi longitudinale, avec une extension de l'étude pour voir à 2 ans et plus si effectivement l'IRM 7 Tesla était prédictive d'une évolution de la maladie par rapport à l'IRM 3 Tesla. Et ça, c'est très important parce que si on montre que l'IRM 7 Tesla permet des diagnostics encore plus tôt que l'IRM 3 Tesla, ça va être important pour la généralisation éventuelle des IRM de très haut champ, pour avoir une meilleure définition et un diagnostic de la maladie et des traitements encore plus précoces. Juste pour donner une comparaison, on a des critères internationaux de diagnostic, c'est les critères McDonald 2017. Avant d'utiliser les critères McDonald 2010, eh bien, de 2010 à 2017, avec les nouveaux critères diagnostiques basés sur la clinique, mais surtout sur l'IRM, on a raccourci le délai diagnostique de 58 mois. Et donc, on a avancé de 5 ans et modifié la maladie, puisqu'on sait qu'une prise en charge thérapeutique dans les 5 premières années va conditionner la maladie 20 ans plus tard. Et donc, on voit tout l'intérêt de ces études, c'est d'arriver à un diagnostic encore plus précoce. Donc, aujourd'hui, on a gagné 5 ans avec des IRM conventionnels et les nouveaux critères diagnostiques. Quid de l'IRM 7 Tesla sur le plan d'un diagnostic encore plus précoce, et quid également du suivi et de l'efficacité thérapeutique sur des IRM de très haut champ. C'est l'autre question.
Laurent Bachet, à quelle hauteur elle a été financée, cette recherche? Alors, la Fondation ARCEP, pour sa part, a alloué 100 000 € au financement de cette recherche de Virginie Callot. D'accord. Et donc ça, c'est 100 000 € pour une durée dans le temps, d'un coup pour la durée de l'étude. Alors, après, s'il y a d'autres développements et qu'il y a d'autres projets de recherche qui sont présentés au travers de l'appel à projets qu'on évoquait, il peut y avoir de nouveaux financements qui soient apportés ultérieurement. D'accord. On le voit, Pierre Labauge, cette recherche porte sur les lésions de la moelle épinière. Cette recherche et d'autres nous en apprennent encore beaucoup. C'est une zone qui est vraiment essentielle dans la connaissance de la maladie, la moelle épinière. Alors, la moelle épinière, c'est tous les fils passent par la moelle épinière à un moment donné. La sensibilité, les fonctions urinaires, cardiaques, la température aussi. Et la moelle épinière, c'est une structure très fine. Et dès qu'il y a une lésion, il y a en général des symptômes. Et donc, on sait depuis quelques années que l'atteinte médulaire est un facteur pronostic de la maladie et nous incite d'ailleurs à certains types de traitements. Donc oui, les lésions médulaires engagent le pronostic à long terme, à 5-10 ans, pas à 2 mois. Mais pour nous, c'est une variable pronostic majeure. D'accord. Et les lésions de la moelle sont beaucoup impliquées dans le handicap. Pourquoi cette zone est principalement moteur de handicap et de handicap notamment moteur, parce que, invalidant en fait, les nerfs, c'est des câbles électriques et dans le cerveau, ces câbles électriques ils vont s'étaler sur une superficie très grande, ce qu'on appelle la couronne rayonnante, c'est son nom, qui rayonne. Et donc, quand il y a une lésion, ça va impacter quelques fibres de la motricité. Mais la moelle épinière, la taille est tellement modeste et petite que, à partir du moment où il y a une lésion, ça va impacter la motricité, la sensibilité des 2 jambes, d'une partie du corps à droite ou à gauche. Tout simplement, c'est que toutes les fibres sont rassemblées en quelques millimètres et la moindre lésion inflammatoire en ce qui nous concerne, mais qui peut être d'autres origines, va entraîner forcément des symptômes importants du fait de l'intégralité de l'atteinte des fibres transmettrices médulaires. Professeur Pelletier, l'intérêt de voir ces lésions sur la moelle, de les repérer au plus vite, le plus tôt, de suivre leur évolution, ça peut apporter de l'espoir dans de nouveaux traitements. C'est quelque chose qui est envisageable dans la reconstruction de la myéline. Alors, ça a été très bien montré dans le reportage. Ces IRM de très haut champ nous permettent de voir des choses qui ne sont pas visibles normalement. Donc, ça peut, d'une part, impacter le diagnostic, ça peut impacter surtout la prise en charge thérapeutique. Le suivi d'un malade avec une IRM qui ne bouge pas n'incite pas à changer le traitement. Si vous avez un moyen de montrer que des lésions supplémentaires se sont installées, c'est une raison de changer le traitement. Ça a été dit par le professeur Labauge, c'est un endroit stratégique extrêmement important. Donc, le risque de faire de nouvelles lésions au niveau de la moelle épinière est un élément très important sur le handicap des patients. Donc, c'est une raison supplémentaire pour aborder cet endroit stratégique de la façon la plus objective possible et de se donner les moyens de voir les nouvelles lésions. Ensuite, sur ces lésions, oui, vous avez raison, elles sont très importantes sur le handicap et nous incitent à penser que en les décrivant au mieux possible, comme ça a été montré dans le reportage, est-ce que c'est la substance blanche qui est touchée dans la moelle épinière, la substance grise, les deux? Les processus sont probablement un peu différents et la prise en charge, dans l'hypothèse de disposer de traitements qui pourraient être réparateurs, font de la moelle épinière un endroit stratégique aussi très important pour la recherche. Parce que ces lésions, elles sont, lorsqu'on le peut, facilement individualisables, et elles pourraient, cette moelle épinière et cette IRM de la moelle épinière, avoir un impact très important sur des protocoles thérapeutiques qui viseraient à essayer de réparer les lésions au niveau du système nerveux central, oui.
Professeur Rangeva, est-ce que, donc là déjà on voit le niveau de précision auquel on parvient avec le 7 Tesla, que finalement au cours des recherches de Virginie Callot, le travail des ingénieurs a permis encore mieux de traiter ces séquences d'IRM pour voir en plus précis. On peut espérer encore aller plus loin. Est-ce que ça sera avec le 7 Tesla ou est-ce que ça sera avec des IRM encore plus puissantes? Alors, bien sûr qu'augmenter le champ magnétique permet d'avoir plus de signal, donc potentiellement avoir plus de précision, mais ça pose d'autres problèmes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à cette Tesla. On a vu que dans le reportage, qu'on essayait de mieux détecter. Mieux détecter, ça passe par une image de meilleure précision, mais ça passe aussi par la définition de nouvelles images qui nous permettent de faire ressortir les lésions de manière plus précise et également de les localiser par rapport à leur appartenance, par exemple, à différents faisceaux, par rapport à leur appartenance à la substance blanche, à la substance grise, et même dans la substance grise, d'être capable d'arriver à voir les différents sous-parties de cette substance grise qui sont extrêmement importantes. Donc, arriver à trouver de nouvelles méthodes d'imagerie qui nous permettent de faire ressortir encore mieux ces lésions et surtout de les caractériser, c'est-à-dire de savoir si c'est plutôt une atteinte de la myéline, si c'est plutôt une atteinte neurodégénérative, inflammatoire, ça, ou métabolique, c'est les nouveaux challenges qu'on va essayer de relever à cette test-là, notamment sur la moelle épinière. Alors justement, vous avez déjà parlé de la substance grise. On va passer maintenant à l'autre recherche qu'on présente, la vôtre, professeur Jean Pelletier, sur cette zone, la substance grise, qui est moins connue, qui est moins bien connue par vous, neurologues, que la substance blanche. Et pourtant, elle pourrait être très intéressante dans la prise en charge de la sclérose en plaques. On regarde tout de suite un reportage. C'est encore au CMRM à Marseille, à 2 pas de l'hôpital Latimone. Reportage Adèle Lecanu. L'IRM classique, 1,5 ou 3 Tesla, ne nous permet pas de voir ce qui se passe dans la substance grise. Pourquoi? Parce que d'abord c'est tout petit, la substance grise c'est beaucoup plus volumineux, c'est tout petit et les lésions qui peuvent, on sait qu'il peut y avoir des lésions dans cette fameuse substance grise, notamment dans le cortex, eh bien, elles sont encore plus petites. Un bon exemple, avec une IRM du cerveau où on repère ces fameuses lésions de la substance blanche, de la myéline, qu'on voit en blanc ici. Et le cortex, c'est toute cette partie qui est à la périphérie, près du crâne, qu'on voit un petit peu plus en blanc et qui fait des petits replis. À 3 Tesla, on est à 3 Tesla sur cette image, on est incapable de dire s'il y a une lésion dans ce cortex qui est minuscule. Alors quand on grossit un petit peu, il nous semble voir quelque chose ici, à 3 Tesla, sous la forme de quelque chose qui est un petit peu plus noir que n'est le cortex qui est très blanc. Et par contre, à 7 Tesla, au même endroit, on voit parfaitement cette anomalie qui est toute noire, qui est arrondie. Donc, cette fameuse IRM 7 Tesla nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on voyait très mal avec l'imagerie IRM conventionnelle. On pense que l'inflammation qui touche la substance blanche et la myéline, qu'on voit très bien à l'IRM, qui nous permet de faire le diagnostic avec ces lésions qui sont multiples, a probablement des mécanismes différents des lésions qui sont dans la substance grise. Parce que les traitements que nous utilisons actuellement, dont certains sont radicalement efficaces pour bloquer l'inflammation, pour l'instant, n'ont démontré une efficacité que sur les lésions de la substance blanche. On n'a aucune donnée sur les lésions de la substance grise. Et si les mécanismes qui expliquent les lésions de la substance blanche et de la substance grise sont différents, on pourrait ne pas être étonné que des traitements qui fonctionnent bien sur la substance blanche, enfin l'inflammation de la substance blanche, ne fonctionnent pas de la même façon sur l'inflammation de la substance grise. Donc en les visualisant, en suivant l'évolution des choses dans une étude qui va se dérouler pendant 4 ans, dès le stade le plus précoce de la maladie, on va essayer de comprendre les différents mécanismes qui rentrent en jeu dans la substance blanche, dans la substance grise, et surtout leur impact d'un point de vue clinique, les symptômes, les poussées et le handicap à moyen, long terme.
Vous êtes toujours en direct pour l'émission CEP, les chercheurs vous répondent. Et donc, sachez que vous pouvez poser à tout moment vos questions sur Facebook et sur YouTube. Avec nous pour répondre aux questions, le professeur Pierre Labauge, qui est neurologue à Montpellier, Laurent Vachet, qui est trésorier de la Fondation ARCEP, et depuis la Timone, le professeur Pelletier, le docteur Adil Marouf de l'hôpital de la Timone, et puis du laboratoire CMRM, nous avons Jean-Philippe Rangeva et puis Wafa Zahraoui qui travaille à l'imagerie médicale pour voir le plus précisément possible vos lésions, l'évolution de la maladie. Donc là, on a vu avec vous, professeur Pelletier, votre recherche concernant la substance grise. Pour cette recherche précisément, combien de patients ont été recrutés et combien vous en souhaitez? Est-ce que vous avez déjà l'intégralité des patients? Oui, c'est un travail qui est déjà en cours. Comme l'a précisé le professeur Labauge tout à l'heure, c'est un travail collaboratif. Alors collaboratif, pourquoi? Parce que c'est à un moment particulier de la maladie, au tout début. L'appareil 7 Tesla est à Marseille, donc on peut difficilement demander à des personnes qui sont à 500 km de venir passer l'examen. Donc nous sommes centrés sur la zone la plus proche, c'est-à-dire Marseille, Nice, Montpellier et Nîmes, avec un projet qui a débuté il y a plus de 3 ans maintenant et qui vise à essayer de voir ce qu'on voyait pas avant dans cette fameuse substance grise, ce qu'on appelle en particulier le cortex. Et tout à l'heure, il était expliqué que c'était de là dont partaient les informations, où se situaient les neurones. Et cette partie de substance grise, elle nous pose beaucoup à la fois de problèmes et de questions. Elle est toute petite, donc on ne voit pas très bien ce qui s'y passe, mais on sait qu'il s'y passe des choses et qu'il y a des lésions dans cette substance grise. Encore faut-il les individualiser. Donc l'appareil à 7 Tesla permet de le faire, très clairement, vous l'avez vu. Ensuite, cette inflammation qui touche cette substance grise, on a des arguments assez solides pour penser qu'elle est un peu différente de ce qui se passe dans la substance blanche et qu'on voit très très bien, puisque ça fait partie du diagnostic et du suivi des patients. Et le troisième point, c'est que les traitements qui sont utilisés actuellement, qui sont très efficaces pour bloquer l'inflammation de la substance blanche, on n'a aucune notion de savoir s'ils sont efficaces pour bloquer l'inflammation de la substance grise. Donc ce projet qui est multicentré, qui vise à suivre des patients, on en reparlera juste après, qui sont au tout début de leur maladie et qui vont être suivis de façon annuelle pendant 4 ans. Et l'ARCEP a participé à ce financement pour avoir très simplement une visite supplémentaire à 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce que plus on va s'écarter du début de la maladie et plus on va essayer de voir si ce qu'on a constaté au tout début pourrait expliquer soit l'évolution, soit la fréquence des poussées, soit les modifications à l'IRM de l'inflammation et éventuellement même l'impact des traitements. Donc c'est un travail qui est collaboratif avec 30 patients qui sont en cours de suivi et qui vont être suivis pendant 4 ans. Laurent Vachet, vous êtes trésorier de la Fondation ARCEP. Vous avez financé cette recherche à quel montant? Donc sur 4 ans, on a dit que... Alors sur cette recherche en particulier, la Fondation a alloué 48 000 €. Alors c'est à la fois... beaucoup et pas beaucoup, bien évidemment, ça ne représente pas le financement de la totalité du projet de recherche. Et notamment, les chercheurs eux-mêmes sont sur des statuts publics financés par des organismes sur l'INSERM. Ce qu'apporte la Fondation, c'est effectivement c'est le plus qui est nécessaire pour mener à bien la recherche, des petits équipements, des consommables de laboratoire, et qui permettent effectivement aux chercheurs d'aller au bout de leur projet ou de les prolonger, comme vient de le dire le professeur Pelletier. Alors, on va continuer à expliquer l'intérêt de cette recherche et l'espoir que ça peut apporter. Et notamment, on va refaire un petit focus, professeur Pelletier, sur, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les patients inclus pour cette étude, ce sont des patients jeunes, parce qu'il y a un intérêt à les suivre. Je vous propose de regarder tout de suite un magnéto et puis on en reparle après. C'est une jeune femme de 26 ans, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui fait un premier symptôme qui va malheureusement aller dans le sens d'une sclérose en plaques. Elle fait un premier symptôme qui est totalement isolé, elle n'en a jamais fait avant. Et vous voyez que sur l'IRM, on va avoir des lésions, notamment celle-ci au niveau de la moelle épinière, qui explique très très bien cette première poussée.
Et puis, quand on fait l'IRM du cerveau, bah, on s'aperçoit qu'il y a plein de taches blanches. Et ces taches blanches nous prouvent que ces lésions, elles sont anciennes. Donc, quelque part, ça veut dire que dans cette situation-là, on n'est pas au début de la maladie. On est peut-être au début de la maladie clinique, parce que c'est la première poussée, mais certainement pas au vrai début de la maladie. Alors, professeur Labauge, l'intérêt d'étudier les patients aussi précocement, qu'est-ce que ça va apporter dans la connaissance de la sclérose en plaques? Le fait d'étudier les patients au plus tôt dans le début de la maladie va nous permettre d'encore mieux dégager des facteurs prédictifs de l'histoire naturelle, de l'influence des traitements long cours. Ce qu'on sait, c'est que avec les modifications de diagnostic, on a parlé tout à l'heure, des traitements tôt également, tôt, c'est-à-dire dans les 6 à 12 mois après le début de la maladie et le diagnostic, eh bien, on a énormément diminué le risque de handicap, parce que dans les années 2000, le risque de handicap il est à peu près de 50% des patients à 18 ans après le début de la maladie. Aujourd'hui, avec toutes ces stratégies de jeunes diagnostics, de traiter tôt, de mieux surveiller l'efficacité également des traitements sur données cliniques et IRM, le risque de handicap a diminué de 15% et le délai s'est allongé en moyenne de 28 ans. Donc on a diminué par 3 le risque de handicap et on a redonné 10 ans d'autonomie. Donc bien sûr, ce n'est pas encore assez, mais toutes ces stratégies, en tout cas depuis 20 ans, montraient un net bénéfice pour la prise en charge de la maladie. Donc en fait, on voit c'est important pour connaître l'évolution de la maladie, de savoir comment la maladie a débuté. C'est-à-dire que ce que disait le professeur Pelletier dans le magnéto qu'on vient de voir, c'est que souvent, au moment du premier diagnostic, on se rend compte que la maladie a débuté bien plus tôt. Et donc c'est véritablement ça qui va pouvoir aider au pronostic et puis après à l'adaptation des traitements. Alors, effectivement, quand on voit un malade pour le premier symptôme qualifiant, on va dire, il va y avoir 3 situations où, en fait, premièrement, il y a ce qu'on appelle des prodromes. Très souvent, les malades décrivent dans l'année qui précède, les 2 ans qui précèdent, des signes très insidieux de fatigabilité, de troubles urinaires, de troubles de concentration. Comme la maladie n'est pas connue, on n'y pense pas, et à juste titre d'ailleurs, mais ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les prodromes. Deuxième point, soit sur l'IRM cérébral ou médulaire, il y a d'autres lésions qui n'expliquent pas les symptômes. Ce qui veut dire que sur le plan clinique, on a présenté des symptômes à un temps zéro, mais biologiquement, en fait, la maladie existait avant sans qu'on s'en rende compte. Et puis on rentre ensuite dans des patients dont on a beaucoup d'arguments pour dire qu'on est au plus proche du début de la maladie. Ce qui nous anime ce soir, donc, c'est l'IRM de 7 Tesla avec des critères très stricts et on voit que finalement, sur une 10 000 malades à peu près dans notre grande région sud, à peu près, hein, on arrive à suivre 30 patients, parce que c'est des malades, il faut comprendre, qui sont, entre guillemets, très purs. C'est-à-dire que sur l'IRM cérébral et médulaire, il n'y a pas d'autres lésions, donc on est vraiment le plus près au début de la maladie. Il y a également d'autres formes de la maladie, les formes dites TDL, là on rentre dans l'hyperspécialité, où on sait également qu'on est au début de la maladie parce qu'il n'y a pas d'autres lésions. Est-ce que vraiment, la question, on est vraiment au début de la création de la maladie parce qu'on a une seule lésion qui explique les symptômes et le reste de l'IRM conventionnel est normal, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres techniques pour montrer qu'en fait, biologiquement, cette maladie déjà préexistait? Donc on essaye encore de remonter le temps par rapport à la création, on va dire, de la sclérose en plaques. Ça veut dire, Adil Marouf, professeur Pelletier, vous parliez tout à l'heure de l'intérêt d'observer cette substance grise pour aussi adapter d'autres traitements, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, vous arrivez bien à observer la substance blanche, moins bien la substance grise, et le fait aussi de l'observer chez des patients jeunes dans la maladie, très précocement, ça va pouvoir permettre d'améliorer les traitements? Alors oui, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en médecine, on essaye au maximum d'utiliser ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs biologiques objectifs pour pouvoir caractériser ce qui se passe chez les patients et pouvoir adapter leur traitement, les suivre correctement, etc. Et dans la sclérose en plaques, le biomarqueur qui de loin est le plus utilisé, c'est l'IRM et c'est le fait de voir les lésions. Et donc, le nombre de lésions va déterminer le diagnostic, le nombre de lésions va déterminer le risque de handicap chez le patient et l'évolution des lésions
va déterminer et le risque de handicap et la réponse du patient au traitement. Et donc, dans la vie de tous les jours, quand on soigne les patients, et ils le savent bien, ceux qui nous écoutent, eh ben, on regarde leurs IRM, on regarde leurs lésions, et c'est notre principal biomarqueur. Et donc, l'objectif de tous ces travaux, c'est d'être exhaustif, comme la lésion est le biomarqueur principal et l'élément principal sur lequel on prend des décisions. Eh ben, il faut être le plus exhaustif possible. Et jusqu'à présent, on voyait bien les lésions de la substance blanche dans le cerveau. Par contre, on ne voyait pas les lésions de la substance grise et on voyait très mal les lésions de la moelle épinière. Et c'est pour ça que ces recherches se sont concentrées justement sur ces deux régions cérébrales qui sont hyper importantes, comme tout le monde l'a dit juste avant. La substance grise, c'est là où il y a le processeur, où il y a les corps cellulaires des neurones. Et la moelle épinière, c'est l'endroit où transite l'information, c'est l'autoroute de l'information. Et donc, tous ces deux endroits sont clés. Et ne pas pouvoir voir les lésions à ces endroits-là, c'est une partie immergée de l'iceberg. Et donc, on espère, avec le CEP Tesla, être exhaustif dans ça pour mieux soigner les patients. Et ça a un intérêt, quand on a préparé cette émission, vous me l'avez dit, Adine Maruf, professeur Pelletier, pour les patients qui ont une forme progressive de la maladie, parce que c'est justement d'observer ces zones qu'on connaît moins bien, on se rend compte que ça va avoir un intérêt pour ces patients-là. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oui, parce que les études qui ont été réalisées avec Tesla pour voir les lésions dans la substance grise, et dans le cortex en particulier, sont peu nombreuses. Mais on a déjà une sorte de tendance qui est issue de ces études et qui montre que ces lésions dans la substance grise sont beaucoup plus nombreuses dans les formes progressives que dans les formes avec poussée ou dans les formes de début de la maladie. C'est-à-dire plus la maladie avance et plus ce cortex, cette substance grise, est touché par des lésions plus nombreuses. Alors ça pose un problème pour les neurologues, les cliniciens, parce que dans ces formes progressives de la maladie, aucun des traitements qui sont utilisés et qui fonctionnent très très bien pour bloquer l'inflammation qui est en rapport avec les poussées n'a montré d'efficacité. Donc une des questions qui est soulevée, et il y a d'autres arguments, c'est de se dire que ce qui se passe dans la substance grise est probablement, au moins en partie, responsable de la progression de la maladie, indépendamment des poussées et indépendamment de ces lésions de la substance blanche qu'on voit très bien et qui sont en général reliées aux poussées. Donc, ça peut être un moyen d'abord de comprendre s'il y a un vrai différentiel entre ce qui se passe dans la substance blanche et dans la substance grise, de voir s'il y a un processus qui peut aller, par exemple, de la substance blanche vers la substance grise, et en connaissant mieux les processus qui sont impliqués, on essaiera peut-être, au sens de la communauté, de répondre à la question de savoir quelle stratégie thérapeutique il faut mettre en place pour essayer d'atteindre ces lésions de la substance grise, si elles sont importantes et responsables de la progression, alors que les traitements qui sont très utiles et très efficaces dans l'inflammation de la substance blanche ne sont pas efficaces dans l'inflammation de la substance grise. Donc ça, c'est un paradigme qui est extrêmement important pour l'avenir, parce que les formes progressives de sclérose en plaques, pour l'instant, restent des formes évolutives dont on ne sait pas exactement les processus qui rentrent en jeu pour les expliquer, et encore moins les traitements qui pourraient être efficaces pour bloquer cette progression de la maladie, la stabiliser ou l'inverser. Donc c'est un des moyens de comprendre, et cette étude qui est en partie financée par des subventions de la Fondation ARCEP, on espère qu'elle participera à essayer de comprendre à quel moment ces lésions de la substance grise vont apparaître, si les patients sont à un stade très précoce de la maladie. Est-ce qu'elles vont avoir un côté dynamique qui va continuer à avancer avec l'apparition de nouvelles lésions au fur et à mesure des années? Est-ce que les traitements qui sont utilisés, parce que la majorité de ces patients sont ou vont être traités rapidement à partir du moment où leur maladie bouge, est-ce que ces traitements vont être aussi efficaces sur ces fameuses lésions de la substance grise par rapport aux lésions de la substance blanche? Donc c'est un pari de compréhension, et surtout un pari qui peut avoir un impact important sur la prise en charge des patients, bien évidemment. Il y a d'autres recherches qui vont être mises en place sur, je ne sais pas, le suivi d'un certain traitement sur les lésions, parce que là, pour le moment, la recherche, on voit l'évolution, mais pas spécifiquement tel ou tel traitement.
Oui, mais c'est très difficile de tester un médicament qui pourrait avoir une cible particulière si on n'arrive pas à identifier cette cible. Imaginons qu'un médicament nouveau soit en laboratoire au niveau de la recherche qu'on qualifie de plus fondamentale et montrer des résultats très intéressants pour atteindre l'inflammation de la substance grise. Eh bien, si on passe à l'homme pour tester ce médicament, il va falloir avoir des moyens pour visualiser ces lésions de la substance grise et montrer qu'elles sont influencées de façon bénéfique par le médicament. Et actuellement, nous ne disposons d'aucun moyen pour visualiser ces lésions en dehors d'IRM de très haut champ qui nous permettent de les voir. Donc, bien sûr, l'impact peut être important. Mais voilà, on ne peut pas avoir d'impact thérapeutique si on ne sait pas sur quoi la cible va être en rapport avec l'impact du traitement qu'on va tester. Je comprends bien donc tout l'enjeu d'associer les patients à cette recherche, de les faire participer aux études. Professeur Labauge, comment vous parlez avec eux en consultation? J'imagine qu'ils ont beaucoup de questions, de demandes, et de les associer à la recherche, c'est aussi une façon de les impliquer dans leur maladie, dans leur traitement et dans leur espoir peut-être d'aider la recherche. Alors déjà, tout patient scandant plaque qui est suivi dans des centres labellisés, des centres experts, comme à Marseille ou à Montpellier ou à Nice ou ailleurs, on leur propose d'être dans une base de données. C'est un registre, c'est comme les cancers, c'est anonyme, c'est ce qu'on appelle la base EDMUS. Et ces bases permettent d'avoir des données en temps réel sur un nombre très important de malades et permettent de répondre à des questions extrêmement simples de façon, cette fois-ci, individuelle. Par exemple, on l'a vu avec le Covid, les bases françaises, les bases italiennes, américaines ont montré que le Covid, en un mot, n'aggravait pas la scandant plaque, sauf avec certains traitements, que le vaccin contre le Covid, statistiquement, ne crée pas la scandant plaque. Donc déjà, tout patient suivi dans nos centres, qui l'accepte, est rentré dans des données épidémiologiques qui sont extrêmement importantes pour la connaissance de la maladie. Ensuite, on leur propose effectivement de rentrer dans différents protocoles, soit des protocoles d'évaluation, l'IRM, cette test-là, soit des protocoles thérapeutiques. Alors, ça peut être des études de ce qu'on appelle de phase 4, c'est-à-dire de pourvoir simplement des profils de tolérance de traitement, soit l'accès aussi à des nouvelles thérapies, ce qu'on appelle des protocoles de phase 2, de phase 3, des phases 1 également, pour voir émerger les nouveaux traitements d'aujourd'hui, on va dire à 5 ans. Il y a un traitement actuellement qui est dans les études, là aussi, sont terminées pour les inclusions, mais le suivi est toujours en cours, qui sont appelés les antityrosines kinases, les BTKI. Et donc ça, on attend les résultats d'ici un an et demi. Ça va être très important, parce que là, c'est une nouvelle génération de médicaments, et d'autres également se profilent. Elles sont libres de refuser. On leur propose, en tout cas. Mais je dirais que il faut que chaque malade se sente, entre guillemets, utile à la connaissance de la maladie par différents vecteurs, des vecteurs simples épidémiologiques, des vecteurs d'IRM de recherche dans des critères d'inclusion bien définis, des vecteurs thérapeutiques également, avec aussi des critères d'inclusion. Toute personne est utile en fait dans la maladie. Alors, on le voit dans cette émission, l'intérêt de la recherche en imagerie médicale, et on voulait mettre en lumière aussi une autre recherche que vous menez, vous, Wafa Zahraoui. Donc, on a parlé de l'IRM, mais il y a plusieurs types d'IRM, et il y a l'IRM au sodium, qui est aussi qui suscite de nombreux espoirs dans la recherche sur les maladies neurodégénératives et notamment la sclérose en plaques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste cet IRM sodium et à quoi ça sert? Bien sûr. Donc, l'IRM du sodium, c'est avant tout un biomarqueur potentiel d'intérêt dans la maladie qui permettrait d'étudier la souffrance neuronale qui va mener par la suite à la neurodégénérescence. En quoi ça consiste? C'est un type d'imagerie particulier, mais au lieu de regarder l'eau comme on regarde habituellement dans les images qu'on obtient traditionnellement, on va utiliser exactement la même IRM, ça va surtout être une IRM plutôt recherche, puisqu'il faut des options bien avancées, et on va essayer de regarder la distribution, en particulier l'accumulation du sodium qu'on va avoir au niveau cérébral, qui va vraiment être le marqueur d'une souffrance neuronale.
Il faut dire que quand même, cet IRM sodium, c'est vous êtes quasiment vous êtes la seule équipe française à travailler dessus et l'une des 4 au monde. C'est dire que vraiment on est au cœur de l'excellence de la recherche. En quoi cette approche avec une IRM au sodium, elle est intéressante pour la sclérose en plaques? Alors, je vais d'abord commencer à répondre par rapport au fait qu'on soit peu nombreux. Il y a des défis méthodologiques qui sont extrêmement nombreux et il faut y répondre. Et donc, on a réussi à y répondre en partie, justement, grâce aux 7 Tesla. Et puis après, avec l'expertise méthodologique de physique, d'ingénierie. Et tous les développements qu'on a mis en place depuis maintenant ces dernières années, on travaille en réseau pour essayer de diffuser au maximum cette technique auprès d'autres centres en France, en l'occurrence prochainement à Poitiers, à Neurospin Saclay et également dans le monde, pour qu'on puisse justement tous travailler de concert, en particulier sur des études multicentriques au niveau de la sclérose en plaques, avec vraiment cet objectif de pouvoir essayer d'identifier un petit peu ces perturbations de l'homéostasie du sodium, du métabolisme, et donc d'essayer vraiment de trouver vraiment ces biomarqueurs qui vont réussir vraiment à donner des informations supplémentaires aux cliniciens. Là, je donne la main aux cliniciens pour la deuxième partie de la question. C'est un peu la même chose que ce qu'on vient de dire sur la substance grise. On connaît très mal les processus de dégénérescence et on les visualise pas. Donc, si un jour on disposait, probablement ça arrivera, de médicaments qui pourraient ralentir ce processus, il faut qu'on arrive à tester ce médicament sur quelque chose de visible. Et l'IRM sodium, elle répond en partie à cette question, qui est de voir par l'accumulation du sodium la souffrance du neurone, pour faire simple. Donc, on pourrait tester des médicaments à partir du moment où la technique est utilisable dans plus de centres pour que les gens puissent travailler ensemble et faire des protocoles thérapeutiques comme on le fait habituellement depuis de très nombreuses années pour regarder, par exemple, l'impact des traitements sur l'inflammation de la substance blanche. Donc, si cette méthode est validée, si on est capable de voir ce qui se passe avec des IRM de très haut champ, pratiquement au niveau du neurone, alors ce n'est pas le neurone qu'on voit, c'est indirectement l'effet de la souffrance du neurone, eh bien, on pourra tester des médicaments qui permettraient de diminuer cette souffrance, de ralentir les conséquences au niveau du neurone et de son prolongement l'axone. Et là encore, on retombe un peu sur la même question, c'est cette souffrance du neurone et de l'axone qui va se faire tout doucement, tout doucement, tout doucement dans le temps, dans la sclérose en plaques en particulier, c'est probablement un des éléments qui peut expliquer les formes progressives, c'est-à-dire ces formes qui évoluent tout doucement, sans pousser et sans modification à l'IRM classique. Et qui restent, je le redis, des paramètres très importants dans la recherche, puisque ces formes évolutives progressives ne disposent d'aucun traitement efficace. Donc c'est là aussi un moyen d'appréhender des choses qui ne sont pas visibles et qui vont nous aider à comprendre à la fois ce qui se passe au niveau du neurone et de son prolongement et essayer de tester des médicaments qui permettraient de ralentir le processus dégénératif. Alors c'est vrai pour la sclérose en plaques, mais c'est vrai pour d'autres maladies neurologiques qui touchent le système nerveux central. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions pendant cette émission et d'ailleurs nous en avons déjà reçu quelques-unes que l'on pourrait vous poser. On va voir tout de suite quelles sont. Alors, après vous me dites qui souhaite répondre à ces questions. À quoi correspondent les lésions de la substance grise, la mort des neurones? Peut-être professeur Labauge? Alors, la substance grise, il y a 2 substances grises. Il y a une substance grise corticale, le cortex, c'est l'enveloppe du cerveau. C'est là où, en fait, il y a une naissance des corps neuronaux. Et puis, vous avez une substance grise dite profonde, notamment le thalamus. Le thalamus, c'est une région profonde du cerveau dont la souffrance dans la maladie a été associée avec des atteintes de la cognition et aussi probablement avec un facteur de progression de la maladie. La substance grise, différente de la substance blanche, elle n'est pas très myélisée. Il y a des fils myéliques, mais elle n'est pas très myélisée, d'où son nom de substance grise. Et donc, l'évolution de la connaissance de la maladie, là aussi, était très importante depuis 30 ans,
qu'au départ, on disait que c'était la fameuse dissociation myélique axonale, c'était la fameuse dissociation substance blanche, substance grise. Et on s'est aperçu avec les IRM que ce n'était peut-être pas tout à fait la vérité et qu'il y avait une atteinte de la substance grise dans la sclérose en plaques. Et pour approfondir ce que disait le professeur Pelletier, c'est qu'on a montré que l'inflammation, également, elle était dans les formes rémitantes, en un mot diffuse au niveau de la substance blanche, et que l'inflammation dans les formes progressives était à prédominance corticale dans la fameuse substance grise corticale. Donc on voit que tout se rattache en fait entre cette notion de substance grise et de progression de la maladie. Alors, autre question, faut-il faire systématiquement une IRM cérébrale et une IRM médulaire pour le suivi? Peut-être à Marseille. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est recommandé maintenant de regarder de regarder de manière complète le système nerveux central. Donc, le système nerveux central, hein, ça va être les nerfs optiques, le cerveau et la moelle épinière. C'est des endroits qui peuvent être touchés dans la sclérose en plaques et donc il faut essayer au maximum d'être exhaustif. Alors, la fréquence des deux IRM peut être dissociée. On peut faire plus d'IRM cérébral que d'IRM médulaire. Mais il faut les deux IRM. Il faut les deux IRM au diagnostic, ça c'est indispensable. Il faut les deux IRM au suivi. Globalement, on recommande de faire une IRM par an chez les patients. Donc, soit on combine les deux, ce qu'on fait dans notre centre, soit éventuellement on fait un peu plus d'IRM cérébral et une IRM médulaire tous les 2-3 ans. Une autre question qui s'affiche. Existe-t-il des lésions médulaires actives qui ne donnent pas de séquelles comme dans le cerveau? Alors ça, c'est très compliqué comme question. La réponse est oui, comme dans le cerveau. Hein, il y a des zones de notre cerveau et de notre moelle épinière qui vont être plus sensibles pour exprimer des symptômes si lésion il y a. Et puis il y a des zones qui, on dit souvent entre nous, des zones silencieuses, c'est-à-dire des endroits où une lésion peut apparaître, mais qui ne va pas exprimer de symptômes, en tout cas facilement visibles. La sensibilité, la motricité, principalement pour la moelle épinière. Donc il y a effectivement des zones probablement plus silencieuses qui expliquent qu'on puisse voir apparaître des lésions sans aucun symptôme. D'ailleurs, pour rebondir sur la réponse du docteur Marouf, c'est la raison pour laquelle il faut continuer à faire des IRM, parce qu'on peut passer à côté de nouvelles lésions qui, en fait, veulent dire que l'inflammation est toujours en train de progresser, et s'il y a un traitement, que ce traitement n'est pas suffisamment efficace. Ensuite, il y a une autre explication. Notre système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, surtout le cerveau, peut-être c'est moins bien connu pour la moelle épinière, est capable de s'adapter. Alors, on parle de plasticité, de réorganisation, c'est-à-dire qu'une zone qui est en défaillance parce qu'une lésion va apparaître peut être prise en charge dans sa fonction par une autre zone qui est à côté, voire même de façon assez étonnante, de l'autre côté du cerveau. Et cette zone va, dans une certaine mesure, remplacer la fonction de la zone défaillante. Ça veut dire qu'il y a des adaptations. Donc, il y a des lésions dans des endroits qui ne parlent pas, et puis il y a des lésions dans des endroits qui parlent, mais qui vont être un peu, remplacées par d'autres circuits qui vont se mettre en place et qui peuvent expliquer que, en fait, la lésion n'aura pas de symptômes particuliers. Il y a une troisième raison qui a été un petit peu abordée indirectement dans le reportage. On a un certain nombre de possibilités de réparation à l'intérieur de notre système nerveux. Il y a des cellules qui existent et qui peuvent être un endroit stratégique pour que la lésion soit réparée assez vite et parfaitement bien. Alors, ce qu'on sait dans la sclérose en plaques chez l'adulte, en tout cas, c'est que ces cellules, elles sont beaucoup moins nombreuses, elles sont probablement moins actives, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les lésions, lorsqu'elles apparaissent, ne vont pas se réparer spontanément. Mais vous voyez que ça fait au moins trois raisons différentes. Alors, si on les associe les unes aux autres, une lésion qui se répare vite et chez quelqu'un qui a une très bonne plasticité, ça peut expliquer, et ça nous arrive, de voir des patients qui ont beaucoup de lésions dans la moelle épinière et pratiquement pas de symptômes ou très peu de symptômes. Voilà, et je pense je faisais référence à un dogme qu'on disait, mais qui s'est avéré complètement faux, de dire qu'il y avait des lésions silencieuses dans le cerveau, mais que la moelle épinière était tellement petite et tellement différenciée que les lésions silencieuses étaient
quasi inexistante, et ça, c'est un dogme qui est complètement tombé avec les études en IRM. On va peut-être prendre deux autres petites questions. Alors, peut-on détecter des signes avant-coureurs d'une future inflammation avec le 3 Tesla et le 7 Tesla, professeur Labauge? Alors, je trouve que cette question est difficile à répondre. Alors, je pense que ça veut dire chez des malades connus, j'imagine. J'imagine, c'est pas avant le début de la maladie. J'imagine que c'est des patients connus ayant sclérose en plaques. Oui, c'est le but de l'IRM. Le but de l'IRM, c'est d'aller chercher une activité avant les symptômes de la maladie clinique, que ce soit une poussée ou une progression, et donc d'aller chercher des nouvelles lésions sur les IRM ou des lésions rehaussées par le gadolinium qui signent la nature récente de ces lésions, c'est-à-dire en pratique en moyenne moins de 2 mois. Donc oui, les IRM servent à aller chercher l'inflammation chez des malades connus, bien sûr. Vous aviez des choses à rajouter? Oui, donc il y a cet aspect aussi important de la possibilité d'avoir de l'IRM quantitative, notamment avec certains contrastes tels que la diffusion, le transfert d'aimantation. Et il a été montré que bien avant l'apparition de la lésion visible en T2, on était capable de détecter des variations de microstructures du tissu, à la fois dans la lésion, mais aussi de manière intéressante, dans la zone contralatérale, donc on a des variations de ces paramètres, montrant déjà, un petit peu comme l'expliquait Jean Pelletier, cet aspect de compensation d'une région par rapport à une autre. Donc, l'aspect quantitatif de caractérisation de ces lésions est extrêmement importante en IRM, et plus on va avoir des images précises, robustes, plus on va être capable de détecter ces lésions avant même qu'elles soient visibles sur les séquences conventionnelles. Professeur Pelletier, oui. Intéressante, et la réponse est très claire. Et ce qu'il faut essayer de comprendre pour les internautes qui nous regardent ou écoutent, ou les deux, c'est qu'en fait, la lésion qui est visible à l'IRM, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des appareils de très haut champ pour voir des plus petites choses. La lésion qui est visible, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit, ce qui va traduire que l'inflammation va se concentrer dans une petite zone, ou une grosse zone d'ailleurs, comme une réaction inflammatoire. Mais on sait que sous cette anomalie qui est visible, il y a plein de choses qui se passent, et peut-être de façon un petit peu sournoise. C'est-à-dire, c'est pas visible à l'IRM par définition, ou alors visible avec des méthodes très particulières, en tout cas pas utilisées dans la vie de tous les jours. Donc, il y a une sorte d'avancement des choses, alors c'est très bien montré dans la substance blanche, qui est beaucoup plus diffuse que les quelques lésions qu'on peut être amené à voir parce qu'elles sont tout à fait visibles. Donc les lésions, c'est quand même qu'une petite partie du problème, et c'est la partie visible de l'iceberg. Mais dessous, il se passe plein de choses. Et ces choses qui se passent dessous, c'est peut-être là aussi des choses qui vont expliquer que dans 10 ans ou 20 ans après, eh bien, l'évolution de la maladie pourrait se faire alors qu'on est très rassuré. Pas de poussée, une IRM qui ne bouge pas, mais une maladie qui continue à progresser, alors de façon plus sournoise. Encore une fois, c'est probablement une des problématiques dans les formes progressives de la maladie, alors qu'il n'y a plus de poussée et que l'IRM est parfaitement stabilisée. Bien, on va reprendre peut-être une dernière question. 2 dernières, allez. Si la progression débute dès le début de la maladie, est-ce que cela a du sens de parler de maladie secondairement progressive? Non, par définition, ça n'a pas de sens. Parce que la forme secondairement progressive qui était décrite, et le terme était consacré jusqu'à il y a quelques années en arrière, c'est par définition une forme progressive qui va arriver après une phase de poussée. Alors, une des problématiques, c'est une question vraiment à la fois intéressante et d'actualité. Une des problématiques actuellement qui intéresse beaucoup la communauté dans l'ensemble, c'est justement cette progression indépendante des poussées. Et certaines études semblent montrer que cette progression, elle pourrait être présente dès le début de la maladie. Mais pour l'instant, les seules études qui ont été faites sont des études rétrospectives, c'est-à-dire on a pris des données, on est retourné voir
20 ans avant ce qui se passait, si on peut dire, au début de la maladie, premièrement. Et deuxièmement, ces études, elles incluent très peu ou pas du tout l'IRM. Parce que dire que la maladie va progresser depuis le début, parce qu'on a des données qui font penser que le début va impacter ce qui se passera après, c'est une chose. Mais uniquement sur des données cliniques en disant, voilà, regardez, la maladie, elle commence à progresser dès le début, et c'est indépendant des poussées. Il faut pas négliger les lésions qui ont probablement beaucoup d'importance, et si on ne prend pas en compte à la fois des éléments cliniques, les poussées, et des éléments IRM que sont les lésions, bah, je pense qu'on répond de façon tout à fait partielle à la question. Et ça, c'est un des éléments très discutés en ce moment, mais ce qu'il nous faudrait, c'est des études prospectives, pas rétrospectives, c'est-à-dire suivre des patients de façon très, très, on va dire, précise d'un point de vue clinique, les poussées, l'évolution du handicap, et puis aussi d'un point de vue de l'IRM, pour qu'on ait absolument tous les paramètres qui nous permettent de dire, effectivement, peut-être que dans certaines situations, dès le début de la maladie, il y a déjà quelque chose de progressif qui se met en place, ou alors, dans certaines autres situations, cette progression, elle va s'installer de façon secondaire. Alors, juste un point de détail, les formes dites rémitantes avec poussée, les formes secondairement progressives après une phase de poussée, les formes progressives primaires sans aucune phase de poussée, ça, c'était la classification d'avant. Maintenant, je crois qu'il faut raisonner avec deux mots, les formes actives ou non actives, qu'elles soient progressives ou qu'elles soient avec poussée. Active, ça peut être les poussées cliniques. Active, c'est surtout l'IRM qui bouge avec des nouvelles lésions. Et la progression, elle a le droit d'être indépendante des poussées, indépendante de l'évolution de l'IRM, mais elle a le droit aussi d'être au moins partiellement en accord avec la persistance d'une activité inflammatoire. Donc maintenant, on parle de formes actives, non actives, avec poussée ou sans poussée. Très bien, on va prendre une dernière question. Alors, plus on traite tôt, meilleur est le pronostic. Mais comment diagnostiquer la maladie tôt si elle reste longtemps asymptomatique? Faut-il tester tout le monde? Est-ce que cela aurait un intérêt pour les personnes d'une famille où il y a un ou plusieurs cas de sclérose en plaques? Pierre Labauge. Alors, ça, c'est une question d'actualité. Ce qu'on appelle les syndromes radiologiquement isolés, ce sont donc des personnes, on va dire, qui font des IRM sans symptômes de poussée. Souvent, une fois sur deux, c'est pour des maux de tête. Et on tombe sur, en fait, des lésions de sclérose en plaques. Donc là aussi, il y a eu un suivi de cohorte, qu'on a fait pour l'IRM, cette test-là, pour voir quelle est l'évolution naturelle déjà de ces personnes. Donc d'abord, il y a des critères diagnostiques qui ont été revus cet été en 2023, qui sont très précis, puisque là, notre population de base, ce n'est pas des patients qui rentrent par le biais d'une poussée, c'est la population générale. Et donc les critères sont des critères assez stricts, ce qu'on appelle de syndrome radiologiquement isolé. Donc premièrement, on les a suivis. Avec un recul de 9 ans, en gros, 40% de ces personnes vont présenter des symptômes, cette fois-ci, de la maladie, et vont devenir ce qu'on appelle une sclérose en plaques cliniquement définie. On a aussi des variables pronostiques pour dire qui est à risque de faire des symptômes de la maladie ou non. Et la nouveauté de 2023, c'est qu'il y a eu des études thérapeutiques qui ont montré les bénéfices pour diminuer ce risque de symptômes avec 2 traitements immunomodulateurs qui n'ont pas actuellement l'AMM en France ni en Europe dans cette indication-là. Ce sont des traitements classiques de la sclérose en plaques, mais qui n'ont pas aujourd'hui l'agrément des autorités de santé. Ça va probablement arriver, bien sûr. Et donc, la question qui se pose pour nous, c'est devant quelqu'un qui a un symptôme radiologiquement isolé, c'est-à-dire simplement une détection sur l'IRM, y a-t-il ou non un bénéfice à démarrer un traitement avant même les symptômes? Donc là, il y a des vraies réflexions. C'est un petit peu au cas par cas pour l'instant, suivant les modalités évolutives de l'IRM. Dans certains cas, on va proposer un traitement. Si l'IRM ne se modifie pas, on peut simplement surveiller, puisqu'on connaît l'histoire naturelle de ces personnes à 7 ans. Deuxième point, dans les apparentés, chez les apparentés, c'est ça aussi la question. Pour l'instant, on conseille de ne pas réaliser des IRM systématiques aux apparentés. Tant qu'on n'aura pas vraiment tranché cette question d'un traitement préventif, on ne va pas faire d'examen, alors qu'aujourd'hui, la décision n'est pas consensuelle. Deuxième point, on peut très bien faire une IRM en apparenté qui est normale à 22 ans, en disant finalement, vous n'avez rien. Et puis, 10 ans plus tard, l'IRM qui se modifie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a une grande prudence et au cas par cas,
En général, on conseille, en l'absence de symptômes évocateurs chez les apparentés. Les apparentés, c'est large. Hein. Tout le monde pense aux frères et sœurs, aux enfants. Les apparentés, ça peut être des cousins, les oncles, les tantes. C'est des maladies polygéniques. Et donc, on conseille aujourd'hui de ne pas réaliser d'enquête, entre guillemets, familiale systématique. Surtout que ça représenterait beaucoup de personnes. Si oui. Il faut voir la rentabilité. Quel est le bénéfice? Quand on fait des enquêtes familiales ou génétiques, c'est quel est le bénéfice pour les personnes qui vont rentrer dans ces études. Aujourd'hui, je pense qu'il est modeste. Par contre, chez les apparentés, s'il y a des symptômes neurologiques, là, comme il y a un antécédent familial, ça augmente le risque de maladie auto-immune et l'IRM doit être plus précoce. D'accord. Donc on l'a vu dans toute cette émission, l'intérêt du financement de la recherche, Laurent Vachet. Je rappelle que vous êtes le trésorier et sans l'argent, la recherche ne pourrait pas avoir lieu. Et donc je voudrais un peu vous laisser conclure cette émission, voir un peu chaque année, la Fondation ARCEP finance combien de recherches, à quelle hauteur ? Alors, nous finançons annuellement une trentaine de projets au travers de notre appel à projets. Et globalement, on consacre entre 2 millions et 2,5 millions tous les ans au soutien à la recherche. Alors cet argent, d'où vient-il? Voilà. Et cet argent vient uniquement des dons ou des legs de particuliers. Nous n'avons aucune subvention publique, ce qui garantit notre indépendance dans les choix qui sont faits. Aucun financement, par exemple, de laboratoires pharmaceutiques en direct. Il peut y avoir des entreprises comme HN Service qui nous accueillent aujourd'hui, qui nous aident effectivement par du mécénat, mais c'est pas de la subvention, c'est pas de la subvention à la Fondation ARCEP. Voilà, donc nous sommes financés uniquement au travers effectivement des dons de particuliers, des dons de médecins, des legs. Et donc, effectivement, c'est l'occasion pour dire que si on veut que demain, nous puissions continuer d'abord à financer la recherche comme nous le faisons, encore plus financer, parce qu'on le voit, il y a encore beaucoup de pistes et les projets sont nombreux, et il nous faut plus de dons. Et donc, effectivement, tous ceux qui nous entendent et qui peuvent relayer ce message sont les bienvenus. Ça peut être un beau cadeau de Noël. Tout à fait. Et on rappelle qu'ils sont déductibles des impôts. Absolument, comme les dons, comme nous sommes évidemment fondation reconnue d'intérêt général, donc les dons sont déductibles effectivement des impôts. Pour les 2 tiers. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci au laboratoire CMRM de nous avoir accueillis. Merci Adil Marouf. Merci professeur Jean Pelletier. Merci Jean-Philippe Rangeva. Merci Wafa Zahraoui. Merci à vous Laurent Vachet. Merci Pierre Labauge. Bon retour à Montpellier. Je vous rappelle que vous pouvez, pour toutes les informations, aller sur le site de la Fondation ARCEP, www.arcep.org. Vous pourrez également revoir cette émission sur la chaîne YouTube de la Fondation. À tout moment, vous pouvez donner. Avant Noël, c'est le moment pour financer les recherches et la double mission de l'ARCEP, financer les équipes de recherche, informer et sensibiliser le public sur les avancées médicales, thérapeutiques et scientifiques. Et merci également, vous en avez parlé Laurent Vachet, à HN Service qui a permis la réalisation de cette émission. À très bientôt, merci, au revoir.